Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Bonjour Stéphane. Bonjour Karine, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Télésérie 4e épisode. Et bonjour Charlie. Bonjour les filles. C'est le comique de répétition. Bon, le sommaire du jour. Nous allons voir quelle est notre mission aujourd'hui. C'est parti. Attention, mission délirante aujourd'hui, les agents à contacter Ed et sa famille de mariés, 2 enfants et un certain Mr Bean, agent britannique, complètement hystérique. Je m'appelle Greg Boynton. Heureusement, un escadron complet vous viendra en aide, de vraies têtes brûlées. C'est justement les gars de mon unité. Monsieur Cinéma vous parlera de sa série préférée. La télévision devient grandiose dans la connerie. C'est un régal. Et vous devrez ouvrir un dossier explosif, Mission Impossible, le film avec Tom Cruise. Bonne chance. Et particulièrement bien gâté cette semaine. Premier sujet du jour, la série Mariés 2 enfants. C'est la série qui a assassiné la famille américaine idéale à laquelle on a voulu nous faire croire pendant des années. Oui, la cellule familiale américaine a pris une grosse claque lorsque les Bundy sont apparus sur le petit écran américain. C'était en avril 87 sur la Fox. La famille Bundy, une sacrée famille. Enfin surtout un homme et une femme qui partagent équitablement leur mariage puisqu'ils souffrent tous les deux depuis des années. Les 7 péchés capitaux. Ah, alors la luxure, l'envie, la gourmandise, la jalousie, la colère, l'orgueil et la paresse. Sont le quotidien de cette famille repoussante et attirante à la fois. Regardez. La famille Bundy est une famille américaine sans histoire avec seulement ses petits drames quotidiens. Al et Peg vivent une grande histoire d'amour, leurs enfants Kelly et Bud sont charmants et bien élevés et ils vivent tous dans une grande et belle maison. Tout semble normal au pays des sitcoms. Enfin, on serait tenté de le croire. Mais... Voilà, ça c'est Mariés 2 enfants, si vous préférez les Simpsons en chair et en os. Bon anniversaire. Les Bundy, ce sont des Américains moyens, voire très moyens. Al est un vendeur de chaussures et Peg est une ménagère scotchée devant la télé. Mon mari s'occupe beaucoup trop de moi. Il veut toujours que nous fassions l'amour, alors qu'est-ce que je dois faire? Tu l'amènes ici, tiens. Bon, jusqu'ici, rien de Vous grave. avez quelque chose de sexy? Seulement voilà, Al est un peu misogyne. Non, et vous? Voire goujat. Il est mauvais père et un peu envahissant avec les voisins. De son côté, Peg est une cuisinière hors pair et de surcroît, elle est légèrement nympho. C'est moi. Je veux que tu rentres à la maison pour un sac à 7. Proposition alléchante. Mauvaise mère, elle aussi, elle préfère son canapé à ses enfants. Oh, vous m'avez tellement manqué. Ah, tu nous as manqué aussi, maman. La fille, Kelly, c'est pas vraiment ce qu'on appelle l'intello. Je sais que je réussirai, je sais que je réussirai, je sais que je réussirai, je sais que je réussirai. Mais c'est son frère qui en parle le mieux. Impressionnant, la tête de son père, le cerveau du chien. N'empêche que moi, j'ai jamais essayé de sortir avec un de mes jouets en plastique. C'est vrai que Bud, côté nana, peut mieux faire. Ouais, pendant ce temps, ça t'a évité de plonger ta petite amie en plastique dans l'eau pour voir où était la fuite. Toi, dire Miss Brooks que Bud est là. Et t'auras droit à 25 cents pour la course. Et dans la 9e saison, inédite actuellement diffusée, rien ne s'arrange. Al regarde un petit peu trop Papa Bricole. Peg tente de faire le ménage. Ma grosse tanche, contrairement à certains de tes gadgets, celui-là n'a pas besoin de piles. Kelly encourage son frère. Mon grand nul. Avant toute chose, se faire un nain de jardin comme toi exige des compensations. Qui préfère se réfugier dans le cybersexe. Franchement, et vous allez au 7e ciel. Je ferai tout ce que tu voudras. Moins de risques et beaucoup moins de déception. Bébé. Bon sang, à quoi peut servir ce fichu mouton? Finalement, le plus à plaindre dans l'histoire, c'est Buck le chien. Il les subit tous les jours sans broncher.
La saison inédite de Mariés 2 enfants sur M6 tous les samedis à 11h45. Sachez aussi que la série marche tellement bien aux États-Unis que l'équipe est toujours en cours de tournage après déjà 9 saisons. Et on peut dire sans hésiter que le papa dans Mariés 2 enfants, autrement dit Ed, est un petit peu simplet, qu'il fait partie de ceux dont on se moque souvent, les neuneux. Les neuneux? Oui, les neuneux. Et ça tombe bien puisque Valérie Abécassis nous propose une galerie de portraits de quelques gueules de gros bêtas qui nous font bien marrer. Les neuneux. Attention, n'est pas neuneu qui veut, parce que neuneu, cela englobe plusieurs définitions. Il y a le neuneu benet et le neunenouille. Il vous suit? Exactement, en fait il n'arrête pas de me perdre, je suis même obligé de l'attendre. Le neuneu jobard, qui peut aussi être neuneu fada. Je viens de me faire écraser par une moissonneuse batteuse dernier cri. Mais le neuneu naïf ne peut être un neuneu nigo. Oui. C'est rigolo. J'ai plein d'autres surnoms aussi. Alors justement, récapitulons. Le neuneu godiche, Imbécile! s'il n'est pas neuneu crétin, n'est pas pour autant neuneu nunuche. Mais qu'un neuneu dingo est souvent lourdeau. Quoi? Ah, c'est du vocabulaire, il faut suivre. Waouh! C'est moi qui joue Roméo! Délire! Je trouve que tu as fait de gros progrès! En somme, si le neuneu idiot est souvent neuneu penaud, vous constaterez que le neuneu borné, aussi neuneu bouché, se conjugue souvent au masculin. Le problème avec les femmes, c'est qu'elles regardent n'importe quoi. Ouais. Nous, on est plus sélectifs. Ah ouais. C'est quoi comme match? Aucune idée. Super. Dans quelques instants, le match de la semaine opposera 2 équipes cubaines de 3e division. C'est peut-être pas mal. Messieurs, la leçon vous a-t-elle plu? Bon sang, j'adore ce genre de séance. Alors on peut vous aider? Refaites-moi encore une fois ce drôle de truc, mesdames. Se moquer du neuneu? Ouais, c'est ça celui-là. Ouais, les grosses têtes, on nous appelle. Dans la famille des neuneux, je demande Rowan Atkinson, un adulte de 9 ans d'âge mental, autrement dit Mr Bean. Star en Angleterre depuis 1990, nous l'avons découvert en France dans une série un petit peu décalée sur Arte qui s'appelle Blackadder, mais surtout dans le film 4 mariages et un enterrement, dans lequel il jouait le rôle du prêtre bègue. Oui, une gueule lui aussi, comme celle que l'on vient de découvrir, un petit bonhomme que nous avons royalement ignoré pendant des années en France. Mais on est sur le point de réparer tout ça, et il le mérite d'autant plus que Monsieur Bean s'inspire beaucoup de notre héros national, Monsieur Hulot, le personnage de Jacques Tati. Télésérie a donc rencontré la star aux yeux globuleux. Enfin une bonne nouvelle, Mr Bean est de retour, le remède contre la sinistrose. Ce personnage au physique étonnant, cette face de lune ahurie, aux mimiques incroyables, surtout quand il se rase, aux gestes empruntés, aux costumes étriqués et ringards, est né en 1979 de l'imagination du comédien Rowan Atkinson et de Richard Curtis, futur scénariste de 4 mariages et un enterrement, et qui depuis planche sur une adaptation cinématographique de Mr Bean. Après des débuts au théâtre, les aventures de ce disciple de Buster Keaton démarrent vraiment à la télévision anglaise en 1989. Mais au fait, qui est Mr Bean? Monsieur Haricot. Oui, Monsieur Haricot en French language. C'est un personnage drôle et à la fois un triste petit bonhomme. Il ne se considère pas lui-même comme étant triste, mais on le voit comme ça, comme un locataire d'une petite chambre dans le nord de Londres. Il vit sa vie d'une façon très particulière, presque excentrique. Il est très puéril, enfantin. Il donne l'impression d'être doux, gentil, mais c'est seulement une apparence parce que, en fait, il est terriblement égoïste et très préoccupé par lui-même, presque pervers. C'est un personnage rancunier. Et parfois un peu coincé dans des situations impossibles. J'espère qu'il n'y a pas trop de Mr Bean en moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de moi dans Mr Bean. Ce qui est certain,
c'est que le succès de cette star anglaise est immense. Plus de 4 millions de cassettes vendues à travers le monde. Pas de doute, Monsieur Haricot a vraiment la patate. Pour ceux qui veulent retrouver Mr Bean, 2 cassettes viennent de sortir en vidéo. Et puis sachez que Rowan Atkinson joue le rôle d'un flic en ce moment dans une série qui s'appelle The Thin Blue Line, une série anglaise encore inédite en France et complètement loufoque. Et à propos de loufoque... Pendant la Seconde Guerre mondiale, le commandant des Marines, Greg Papy Boyington, était à la tête d'un escadron de pilotes de chasse qu'on appelait les Têtes Brûlées. Les Têtes Brûlées, série de 35 épisodes, beaucoup inspirée du vrai livre de souvenirs du Major Papy Boyington. Et oui, il a existé, il a même joué un petit rôle dans un des épisodes et il est mort en 88. On avait tout d'abord proposé le rôle de Papy Boyington à Charles Bronson, mais il l'a refusé. Alors quand Robert Conrad a finalement accepté le rôle, on le connaissait pour ses apparitions dans Manix ou Mission Impossible, mais surtout, c'était le James West des Mystères de l'Ouest. Et puis le rôle de Papy Boyington, ça lui convenait particulièrement bien à Robert Conrad, puisque c'était un vrai sportif, un vrai boxeur avant d'être comédien. Autre originalité de la série, 2 titres différents dans la version originale. Tout d'abord The Baba Black Sheep et ensuite The Black Sheep Squadron. Et puis l'auteur, le créateur de Têtes Brûlées, c'est Stephen J. Cannell, le papa d'Agence Tourisque ou encore d'un flic dans la mafia. Bon mon lieutenant, vous êtes prêts pour le décollage ? Affirmatif. En 1942, un certain Boyington rejoint les Marines et prend le commandement d'un groupe de pilotes survivants de la bataille de Midway. Il y en a malheureusement peu. Ce cher papy, il avait 30 ans, ses pilotes à peine 20, doit donc recruter dans les prisons militaires des aviateurs peu disciplinés. L'escadron aéronaval 214 est né et ce sont de vraies têtes brûlées. Vous êtes la plus triste bande de pignoufs que j'ai jamais vue dans un régiment. Oh, vous êtes dur, général. Comment Boyington a pu tirer quelque chose de vous, je l'ignore. Boyington, c'est Robert Conrad. C'est un major taquin, comme ces vilains petits canards, traduction du titre original. Aviateurs pas bien notés, mais qui n'ont rien à lui envier, surtout quand il chatouille son supérieur adoré, le colonel Lard. C'était Boyington, colonel. J'ai reconnu son appareil. Ah oui, j'ai rien entendu. Irrésistible. Les Têtes Brûlées, c'est une série originale. Elle mêle le ton d'une comédie anecdotique, mais également la réalité historique grâce aux images d'actualité de l'époque, ou encore les combats filmés des avions par les cinémitrailleuses. De combattants sont les acteurs. Des pilotes comme un trait et au trait mortel. Et puis Têtes Brûlées, c'est une série de mecs qui aiment la castagne. Et puis adorent les femmes également, même s'il y en a peu. Il n'y en a aucune. Mais si, il y a les infirmières pin-up. Bon, courir les filles, c'est bien, mais les voyous de Boyington préfèrent avant tout narguer les Japonais montés rapidement dans leur corsaire, gamelle, et s'arracher du sol pour fendre l'azur. J'aurais dû faire poète, moi. Et même s'il décollait parfois avec la gueule de bois, c'est un plaisir de boire avec vous. Aucune de leurs missions ne leur semblait impossible. Et en parlant de Mission Impossible, on verra tout à l'heure en exclu des images du film avec Tom Cruise. Tout à l'heure, pour l'instant, on parle des Têtes Brûlées. Malgré le fait que la première saison n'ait pas fonctionné, NBC a accepté de reconduire son contrat grâce à l'insistance de Robert Conrad, mais aussi de celle des Marines, mais sous réserve de certaines modifications. Et c'est ainsi qu'on a vu arriver les femmes, les infirmières sexy, appelées Papy's Lamb, les agneaux de Papy. Les agnelles, et en parlant d'animaux, il y avait également Barbac, le boule terrier, la mascotte de Boyington, qui rendait fou le comédien puisqu'il recevait plus de courriers d'admirateurs que lui. Bref, retour au bercail rapide pour la série. Après 2 saisons, on range les corsaires et les héros au hangar, comme quoi la guerre dans les séries n'inspire pas tellement le public. C'est vrai qu'on serait peut-être tenté de le croire, car mis à part 2 séries comiques, MASH et Papa Schultz, les séries sérieuses sur ce thème se comptent sur les doigts d'une main. Embarquez dans les hélicos!
Tous les conflits laissent à jamais des traces chez ceux qui les ont vécus, souvenirs très douloureux, et c'est peut-être pour cela qu'aussi peu de séries traitent de ce thème. À côté des Têtes brûlées plongées en pleine Seconde Guerre mondiale ou l'antenne médicale et chirurgicale mobile de MASH en poste sur le front de Corée, peu de séries dans un registre dramatique parlent de la guerre. Pourtant, au début des années 60, le cinéma exploite particulièrement ce filon. Les décors, les costumes de certains longs métrages comme La Grande Évasion ou Le Jour le plus long sont à nouveau utilisés pour quelques productions télé comme les 152 épisodes de Combat, l'histoire d'une section de l'infanterie participant à la libération de l'Europe. Après le succès des 12 salopards, les groupes de militaires mercenaires sont en vogue, comme le commando Garrison, 5 civils américains condamnés à mort échappés de prison, qui accomplissent derrière les lignes allemandes les exploits de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Chacun de vous sait ce qu'il doit faire? Ouais, courir vite. Alors, ce sera sans moi, messieurs. Je vous rappelle que vous sortez tous de prison, alors un petit conseil, n'essayez surtout pas de courir plus vite que les Allemands. D'autres soldats un peu dépassés par les événements dans un conflit qu'ils n'ont pas voulu débarquent en 1966 dans le commando du désert et se battent en Afrique contre les troupes de Rommel. Demain, on recommencera à s'entretuer. Et puis le traumatisme américain, c'est une guerre dénuée de sens, le Vietnam. Après Rambo, Voyage au bout de l'enfer, Apocalypse Now et Platoon, ce conflit terrifiant est enfin traité intelligemment à la télévision dans L'Enfer du Devoir, 58 épisodes d'une exceptionnelle intensité. T'as vu ça? Il nous largue! Ces enfoirés, ils partent! Remets-toi, Laurent! Allez, les gars! Cette guerre est mauvaise. Peut-être bien, mais c'est pas le problème. Et puis le Vietnam, ce sont également tous ces héros de série à avoir connu ce conflit. Mike Hammer, l'équipe de l'agence Touriste, Hawk dans Supercopter, Thomas Sullivan Magnum, ou encore Scott Bakula dans la série Code Quantum avec un de ses plus beaux épisodes. Comme quoi, aux États-Unis, l'histoire même douloureuse est souvent une précieuse source d'inspiration pour les créateurs de séries. Et si vous voulez en savoir plus sur L'Enfer du Devoir, petit bouquin fort sympathique, c'est dans la collection DLM. Karine, tout de suite les news. Aux États-Unis, la suite de la série Kung Fu. Oui, l'aventure continue, la suite de la série de 72. Bah c'est fini. Ah. Mais David Carradine garde l'espoir que les studios Warner prennent en considération les protestations des fans. Et petit scarabée, si tu attrapes cette pierre, tu seras un homme. Justement, tu peux la garder, ta pierre. Roseanne Barr, l'héroïne de la série Roseanne, prépare un livre sur les femmes, le pouvoir et la satisfaction. Beau programme. Et elle va en avoir du temps pour écrire ses bouquins, Roseanne, puisque se tourne actuellement la toute dernière saison de la série aux États-Unis. Tout de suite, le clip de Larry Mullen et de Adam Clayton du groupe U2. Les images du nouveau film de Brian De Palma, l'adaptation enfin cinématographique de Mission Impossible, avec tout de suite en interview Tom Cruise, Emmanuel Béard et Jean Reno. Good morning, Mr. Phelps. Brian De Palma, après plus de 2 ans de préparation, nous présentera cette année son nouveau bébé. Le réalisateur de Scarface, L'Impasse, Carrie et Phantom of the Paradise s'est à nouveau lancé dans l'adaptation d'une série télé. Après Les Incorruptibles avec Kevin Costner, voici Mission Impossible avec Tom Cruise, un des grands événements cinématographiques de cette année dans lequel le comédien de Top Gun et Rain Man s'est beaucoup investi. Je me suis brisé les reins sur ce projet. Oui, 2 ans de boulot sur Mission Impossible, le film. 2 ans jusqu'à la sortie aujourd'hui. Mais c'est Brian De Palma qui dirige. Et c'est un génie. Bon Dieu, ce qu'il a eu de bonnes idées sur ce long métrage. Le casting de Mission Impossible est exceptionnel. Brian De Palma a confié à Tom Cruise un rôle proche de celui de Martin Landau dans la série et face à lui, surprise, Jean Reno. Je connaissais la série, mais là c'est pareil, c'est une rencontre surtout avec Brian De Palma et avec Tom Cruise. C'est des mecs qui connaissent leur boulot. Et encore une fois, c'est un film plaisant, quoi, comme ça à la lecture. On va voir ce que ça donne à l'arrivée.
Le seul personnage de la série présent dans le long métrage, c'est Jim Phelps, l'homme au magnéto. De Palma a confié ce rôle à John Voight, le héros de Macadam Cowboy et Runaway Train. Et puis pour faire craquer tous ces messieurs, l'héroïne du film Mission Impossible, c'est Emmanuelle Béart. J'avais pas forcément envie d'un film américain. C'était pas mon truc. J'avais surtout envie d'arrêter. Et je me suis dit, bon, maintenant ça va, j'ai enchaîné 2 films, une pièce de théâtre, 2 films. Je suis crevée, je vais rentrer chez moi, c'est l'heure de rentrer chez moi. Et puis tout d'un coup a débarqué cette espèce de bonhomme immense, une espèce de gros nounours, bourré d'humour. Et j'ai eu envie. Et c'est pas parce que c'est un film américain, c'est pas parce que c'est Tom Cruise, c'est pas parce que... C'est vraiment parce que j'ai rencontré Brian De Palma et qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tom Cruise, Emmanuelle Béart, Jean Reno, John Voight, mais également Vanessa Redgrave, Christine Scott Thomas entameront leur mission le 22 mai sur les écrans américains et vraisemblablement en octobre en France. L'été va nous sembler très très long. Mission Impossible, le film, ça sort ce mois-ci aux États-Unis et ça sortira en France au mois d'octobre. Karine, je te parie 100 kilos de cacahuètes. Perdu, j'aime pas les cacahuètes. Bon, bah, si je te dis misère et peau de banane. Stéphane, ça va pas bien. Les pots de banane, les cacahuètes, c'est Pépin la Bulle. Il a nouveau-né? Ah, Pépin la Bulle, c'est le héros de notre enfance et ça sort en vidéo. Cette musique ne vous dit rien? Allons, un petit effort. Pépin est un petit garçon rêveur qui fait voler ses amis grâce à une bulle. Bulle, envole-toi. Commencent alors de merveilleux voyages. Souvenez-vous. Dans la bulle, nos 3 héros. Le singe fantasque Garataqueux, la petite fille Brigantine et le toucan Fourre-tout. Fourre-tout qui porte bien son nom d'ailleurs. Voilà. Mais c'est mon peigne, avec quoi je vais peigner mes plumes, hein. Et en plus, Clapotis est chauve. Ouvre la bouche. Clapotis, justement, l'hippopotame au cœur tendre. Et lui, le pygmée Pamao qui prêche le bonheur. Je sens l'air de la mer. Misère et peau de banane, qu'il est souriant. S'il te plaît. Kimono. Si ce n'est pas un mirage, nous allons avoir la visite tant appréciée des envoyés de Pépin. Et Bruce Mandel, le papillon naïf. Le joyeux équipage vit des aventures charmantes. Et voilà. Avec le sourire et en toute simplicité. Tu es merveilleuse, Brigantine. Oui, j'ai des qualités. Merci, Garataqueux, d'avoir mangé l'autre. Celle-ci est plus ravissante. Pauvre garçon, il connaît pas les cacahuètes. Pépin la Bulle, créé en 1969, et oui déjà, par Monsieur Karloff. Et réalisé par messieurs Donati et Bettiol, à qui on devra plus tard des séquences de l'île aux enfants, et surtout Chapi Chapeau. Ah oui, Chapi Chapeau, Chapito, Chapeau, Chapi, Chapipi. Bon, Chapapi. Chapapi, Tout voilà. de suite, la série préférée de Pierre Tchernia, Monsieur Cinéma est l'un des pontes de la télévision. J'aimais beaucoup Au nom de la loi, Pam Pam Palam Papam, avec Steve McQueen. Steve McQueen mettait une distance dans son jeu, il avait un charme et un humour. J'ai pas cherché à me cacher. Tu connais cet homme? C'est lui qui m'a tiré dessus. Non. Oui, c'est vrai, j'aurais pu être plus adroit. Tu vois, il le dit lui-même. Mais dis-lui pourquoi. La ferme! Dis-lui. Comment ton frère et toi, vous avez abattu chacun un homme.
Je t'ai dit de la fermer. Et l'ennemi de Steve McQueen, c'était bien sûr Michael London, Monsieur Charles Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie. Avant de se quitter, Karine, la bonne adresse de la semaine, c'est un petit magasin sympa qui se trouve à Paris, dans le 3e arrondissement. La boutique 8e art, au 16 de la rue du Parc Royal. Si vous aimez les séries, vous y trouverez une multitude de bouquins qui parlent de vos héros préférés. En attendant samedi prochain, passez une excellente semaine. Au revoir. Salut!